crosses over the fadeaway. Take a step back and kiss myself. Oh my MVP gosh, it's time. Oh, does anybody know how to post videos to Facebook? Oh my goodness, www.myface.com. Really? Well, no, you said I'm not trying to be rude. Really? I'm sorry. I'm just trying to. It's appropriate that you ask that question from down there. Thank you, Kobe. That's Kobe Bryant, guys. Et voilà les rires des journalistes que vous pouvez entendre ici pour l'interview d'après-match hier pour le match Lakers-Warriors où Kobe Bryant a été victime d'une blessure, d'une rupture du tendon d'Achille qui va le tenir donc écarté des parquets pendant 6 à 9 mois. Alors cette blessure, on y reviendra tout à l'heure, on fera un petit point sur l'émission, pour savoir ce que ça va engendrer pour les Lakers, etc. Mais avant ça, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans l'émission L'écho des parquets, comme chaque dimanche. Comme chaque dimanche, on va pouvoir débattre pendant près d'une heure NBA avec vous. Et pour ça, j'ai fait appel à ma petite équipe, à commencer par Lisa. Salut Lisa. Tu reviens de Boston, je crois. C'est vrai, ça fait déjà un petit moment que je suis revenue, mais en tout cas, je suis de nouveau très contente d'être avec vous, donc salut les gars. Bon, alors t'as eu la chance de voir, je crois, le match Miami-Boston qui s'est joué à 2 points là, avec l'énorme Jeff Green. C'est ça, oui. Alors donc malgré la défaite sur le fil de Boston, c'était vraiment un match incroyable. Même si je tiens pas pour Miami, je dois dire qu'ils ont vraiment sorti un gros match, notamment LeBron James, qui a eu du cran dans les dernières secondes de marquer ce shoot et d'offrir la victoire à Miami. Alors comment ça s'est passé avec Ray Allen sur le terrain? C'était pas trop compliqué? Ben, il s'est fait juste huer à chaque fois qu'il avait la balle, à chaque fois qu'il allait rentrer sur le terrain, à chaque fois qu'il allait sortir sur le terrain. Donc parfois, il sait à quoi s'attendre maintenant. Les fans ne l'aiment vraiment plus. Ouais, ok. Donc je pense que les fans ont vite oublié Mr. Free Point. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc Lisa, on est content de te retrouver. Donc re-bienvenue à toi. Merci. À côté, il y a quand même Guillaume, toujours Guillaume de Basket Info. Salut Guillaume. Bah salut Antoine, salut à tous. Ça va Guillaume? Bien, super. Bah ouais, bien, déçu pour Michigan qui a perdu. Hein. Ah oui, on l'avait annoncé avec Nico à Louisville, je crois. Hein, Nico? Ouais, Nico il avait joué Louisville, moi j'avais vu Michigan. Alors justement, ça va me permettre de présenter Nico aussi. Nico de Basket Info, comment ça va? Ouais, bah ça va bien, hein, et vous tous? Ouais, ça va. Et alors du coup, Louisville, t'es plutôt satisfait, non? Oui, bon après moi j'ai pas d'action chez eux, hein, donc et... Non, mais c'est bon, si t'avais misé une petite pièce dessus, au moins t'as gagné, quoi. Ouais, mais non, du coup je suis déçu. Mais non, mais oui, c'était sympa, une vraie équipe de basket. Ça change un peu en NCAA, quoi. C'est vrai. Bon bah très bien les gars, super. Bon, je suis content de vous avoir avec moi aujourd'hui. On va revenir donc sur Kobe rapidement en début d'émission, hein, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Mais aussi, donc comme d'habitude, nous vous répondrons par le biais des questions des auditeurs, bien sûr, que vous nous avez adressées cette semaine sur le site, hein, en commentaire ou directement. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé une question directe et justement, ça sera l'objet d'un petit débat tout à l'heure. Donc on verra ça. Après ça, on fera un petit focus complet du tableau du premier tour des playoffs qui va commencer là très très bientôt dans une semaine, je crois. D'ailleurs, oui, c'est le 21, je crois, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc qui va commencer pile poil dans une semaine. Donc on va faire un petit récap à l'est pour aujourd'hui. Parce qu'il y a un petit dossier quand même, donc on pourra pas traiter l'Est et l'Ouest en même temps, donc on gardera l'Ouest pour la semaine prochaine, et puis c'est un peu plus indécis du côté de l'Ouest aussi, donc c'est pour ça. Et puis pour finir, on se fera le petit quiz. Alors le petit quiz aujourd'hui, hein, les gars, je pense que vous allez être contents, Lisa aussi. Il y a un livre à gagner encore, hein, c'est un livre coécrit par Rachel Lewis et Joe Johnson, donc je sais pas si vous avez le titre. Oups, j'ai raté le tir. Comme ça, non, comment se faire des couilles en or en NBA, voilà, c'est ça. J'aurais dit mes fautes techniques préférées ou tu vois, un truc comme ça. Donc voilà, alors si vous êtes prêts avec tout ça les gars, j'ai envie de dire jingle. Rose crosses over the fadeaway. Et c'est parti pour la question des auditeurs. Donc une fois de plus, on va répondre à toutes vos questions que vous avez laissées en mail, en commentaire, tout ça sur le site sur basket-info.com. Alors aujourd'hui, première question, les Pierre NCAA fan nous demande: cette année, la draft est plutôt indécise et presque pauvre. Bon, ça on va pas lui enlever. Les joueurs devraient-ils tous être obligés de faire 3 ans de cursus avant de rejoindre la NBA? 3 ans ou 4 ans d'ailleurs même, hein, j'ai envie de dire, Nico. Oui, 4 ans, pas pousser, parce que plus tu les repousses, plus tu leur enlèves de l'argent à ces jeunes gens-là.
argent-là. Donc on va revenir sur l'aspect financier tout à l'heure, justement. Qui a envie de me parler de ça d'abord tout de suite? Bah, je peux commencer à en dire un petit mot. Allez, c'est parti, dis-moi. Alors c'est vrai que c'est une question qui se pose. Alors peut-être 3 ans, 4 ans, c'est un peu poussé, mais au moins une année, que les joueurs restent au moins 2 ans NCAA pour continuer de se développer tout simplement. Donc c'est vrai que quand on voit beaucoup de joueurs qui se présentent beaucoup trop tôt, on a l'exemple de Marquis Stig l'année dernière qui s'est présenté après une seule année et qui est pas du tout prêt pour la NBA. Et ça va être encore comme ça. C'est vrai que c'est une question qui se pose. Après, le problème, c'est que ça dépend vraiment des joueurs. Il y a des joueurs qui effectivement sont pas prêts pour la NBA, mais d'autres qui sont presque trop forts pour la NCAA et qui ont envie de rester longtemps pour au contraire se contenter de jouer sur leurs acquis et de pas progresser. Et là, du coup, on revient dans le problème inverse, en fait. Alors justement, on va expliquer un peu le déroulement. Donc la NCAA, c'est donc l'universitaire juste après la high school. Donc le lycée, l'équivalent du lycée pour nous. Et effectivement, les joueurs qui rejoignent la NCAA, donc sont c'est des vraies vedettes, des vraies stars, du moins en division 1. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a $0 pour eux quand ils jouent en université. Donc effectivement, c'est un tremplin exceptionnel pour la NBA, pour l'exposition, tout ça. Mais est-ce que le premier appât, disons, pour rejoindre la NBA, c'est pas l'aspect financier? Parce que du coup, c'est vrai que comme tu disais, 1 an ou 2 ans ou 3 ans, disons qu'il n'y a pas les mêmes dollars derrière. Non, c'est vrai. Bon, après, faut pas oublier quand même que en général, tous ces joueurs-là ont une bourse scolaire, donc même s'ils touchent pas de l'argent directement. Ils ont des avantages en nature, dirons-nous, sachant que les études aux États-Unis sont quand même très très chers, donc oui. Ils sont presque payés indirectement, donc on peut quand même considérer ça. Après, il y a toujours le débat que la NCAA fait beaucoup d'argent sur le droit télé, des choses comme ça, et que les joueurs n'en touchent pas un centime, pas un cent. Oui, et puis ça, c'est un autre débat. Les coachs aussi sont grassement payés. Hein. Ils sont grassement payés, mais les coachs sont aussi très important dans le développement des joueurs. Non, exactement. Mais bon, il y a un contraste quand même entre les 5 millions de dollars du coach et les $0 de l'étudiant. Oui, d'où le débat. Hein. Il y a beaucoup de monde qui voudrait voir ces joueurs-là être payés. Je pense que ce serait un peu ouvrir une boîte de Pandore. Hein. Ce serait très très risqué et que. Alors justement, juste pour finir sur l'aspect financier, est-ce que tu penses que si le joueur était payé, est-ce qu'il ferait peut-être plus son cursus universitaire de 2 ou 3 ans? Non, pas forcément, parce que dans tous les cas, il gagnera jamais autant qu'un NBA ou même un petit joueur, qu'un NBA ou en Europe. Donc je pense pas que l'aspect financier soit très important. Là, c'est plus une histoire de justice et du fait que la NCAA fait de l'argent sur le dos entre guillemets de ces joueurs-là et qui peuvent en toucher une part. C'est vrai que ça serait quelque part logique. Même si je pense que la question est un peu plus compliquée que ça, que il y a d'autres enjeux que le simple justice ou partage du revenu, quoi. D'accord. Tu vois, pour le coup, moi je suis pas d'accord parce que. Alors justement, Guillaume Lisa, vous allez m'en parler tout de suite. Et on parle beaucoup de NBA Ready. Alors voilà, beaucoup de joueurs sortent donc de fac, peut-être après 1 an, ou passent directement de high school en NBA. Alors est-ce que pour vous, il faut impérativement faire ces 3 ans? Je sais pas s'il faut faire 3 ans, 2 ans, 4 ans. Moi, ce que je sais, c'est que, il faut séparer 2 points de vue. Il y a le point de vue du joueur qui évidemment est attiré par l'argent et par la célébrité aussi de la NBA. Et t'as le point de vue extérieur, donc pas aux joueurs, la ligue, la NCAA et tout ça, où tu te dis, le mec, il débarque de high school même pas 1 an plus tôt, et il va se retrouver après une année freshman à aller en NBA sûrement trop tôt. Ne pas être prêt physiquement, ne pas être prêt mentalement, ne pas avoir de bons fondamentaux, tactiquement pas prêt non plus. C'est pour ça que moi je suis adepte du fait qu'on oblige 3 ans, c'est peut-être beaucoup, la NFL fait 3 ans mais c'est peut-être beaucoup, mais au moins 2 ans, parce que il faut quand même apprendre cette base. Et justement, tu disais t'es pas favorable à payer les joueurs. Je pense que ça serait peut-être une solution. Je sais pas si c'est la bonne solution, mais je crois justement qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais ça peut être une solution pour encourager, disons, les joueurs à rester un peu plus longtemps. Lisa, qu'est-ce que tu penses toi de ce cursus universitaire? Est-ce que tu privilégierais plus les 2 ans, 3 ans ou pas d'importance du moment que le joueur se sent apte? Alors pour être honnête, je suis assez mitigée sur le sujet parce que j'ai pas mal d'arguments qui peuvent me faire dire oui ou non. Mais typiquement comme Nico l'a dit, pourrait rester plus longtemps en NCAA, ça permet de développer le joueur tant mentalement que physiquement.
et également permettre aussi aux futures franchises NBA qui vont drafter les joueurs de pouvoir les regarder plus longtemps et éviter ainsi des catastrophes de draft comme on a pu avoir ces dernières années. Mais après aussi, se dire 3 ans, c'est peut-être beaucoup, comme Guillaume l'a justement fait remarquer. On a des joueurs qui sont très prêts et qui peuvent faire 1 an de NCAA, voire même quitter tout de suite le high school et aller en NBA sans avoir aucun problème. Je pense notamment à LeBron James, qui n'a eu aucun problème à s'adapter. Donc Ouais, je suis plutôt mitigée. Justement, je pense que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que on parle de Kobe Bryant, de Kevin Garnett, de LeBron James, de tous ces gens, justement de ces trois-là qui ont réussi en sortant de high school. Je trouve que la proportion de gens qui réussissent en sortant de high school ou de freshman est pas assez élevée pour qu'on continue comme ça. Parce qu'on a beaucoup d'exemples de freshmen là ces dernières années qui sont catastrophiques aujourd'hui. On pense Austin Rivers par exemple, l'exemple typique. Est-ce que pour vous, s'il avait fait ses 4 ans, ça aurait pas été Ouais. Après comme Nico l'a dit, il faut séparer 2 types de joueurs. Il y a les joueurs qui sont prêts à aller en NCAA, que ce soit en sortie de high school comme en sortie de freshman. Ça, c'est les joueurs top 5 à la draft, top 10, tu sais qu'ils ont quelque chose, quoi. Et t'as le reste des jeunes joueurs qui sont vraiment attirés par l'argent et qui sont vraiment pas prêts, qui se présentent quand même à la draft. Tu parlais de Marquis Stig, mais il y en a plein des exemples comme ça, des têtes à claques qui auraient dû rester 4 ans en NCAA et devenir des stars. Et c'est pour ça qu'il faut quand même séparer ces deux cas. Et encore une fois, je reviens là-dessus, la première catégorie des gens prêts, pour moi, elle n'est pas assez grande pour que on continue dans ce système. Ouais, à la fois on en parlait, mais justement suivre un cursus de 4 ans quand on voit Jimmer Fredette, c'est peut-être pas forcément sensationnel non plus. Mais parce que Nico, encore une fois, il s'y connaît depuis longtemps NCAA, mais tu me contrediras pas quand je dis que le style NCAA et NBA c'est différent. Non, oui, c'est très différent, ne serait-ce que parce que la ligne à 3 points est plus courte en NCAA et donc plus longue, plus grande en NBA. Et du coup, il y a beaucoup plus d'espace en NBA. Il y a aussi 24 secondes pour tirer au lieu de 35 en NCAA, donc il y a quelque chose qui peut, dans un cas ou dans l'autre, favoriser, au contraire, être un inconvénient pour des joueurs NCAA qui étaient bons NCAA qui viennent en NBA. On sait que les meneurs, notamment, qui en NBA en général, sont peut-être un peu plus à l'aise avec tous les espaces et le jeu plus rapide que ce qu'ils étaient en NCAA. Je peux peut-être revenir un peu sur Austin Rivers, qui est en fait un cas assez intéressant. Dans le sens, on va y aller rapidement, donc vas-y, tu peux rentrer. Vas-y. L'intérêt aussi de pas avoir d'obligation de rester un peu plus longtemps entier peut montrer aux franchises NBA comment le joueur se voit en fait. Austin Rivers, c'est le cas typique du joueur qui se voit meilleur qu'il ne l'est. Et rien que ça, moi si je suis une franchise NBA, rien qu'avec ça, je me dis ce joueur c'est pas intéressant de le recruter parce que lui-même pense être meilleur qu'il n'est, donc il va pas forcément travailler autant qu'il le devrait, et tout simplement parce qu'il a peut-être pas l'intelligence de jeu ou des choses comme ça pour voir qu'il n'est pas prêt pour la NBA. Donc ça peut être révélateur. Laisser le choix au joueur de se présenter ou pas à la draft. D'accord, ça c'est plutôt intéressant ce que tu viens de nous dire. Effectivement, c'est peut-être plus. Alors là, c'est vraiment plus un problème de mental, je pense, sur les. C'est complètement au scout et à ceux qui sont chargés du scouting de repérer si le joueur a grossièrement un petit excès de confiance, quoi. Ouais, mais c'est pas significatif parce que bon, t'as vraiment des têtes à claques comme Austin Rivers qui se voient meilleurs qu'ils ne sont, mais t'as aussi des basketteurs, des jeunes basketteurs qui c'est parce qu'ils sont pas dans le besoin, mais presque, tu vois. L'argent, ils en ont besoin. Austin Rivers n'avait pas forcément besoin de l'argent parce que son père, il se fait quand même un beau salaire à Boston. Mais t'en as qui sont obligés d'aller en NBA pour toucher un salaire, alors que rester en NCAA, d'accord, ils vont améliorer leur jeu et tout, mais je pense que pour eux, c'est secondaire par rapport au fait d'enfin avoir une bonne rémunération en NBA. Mais là, t'enclenches sur un autre problème. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui calculent plus en termes de carrière et notamment de financement. Ils pensent à leur vie, hein, au-delà du fait dans le besoin ou pas dans le besoin. Ils disent le fait d'être jeune et d'avoir du potentiel me permettrait peut-être d'être drafté plus haut que si j'atteins un peu et que je montre que je suis à la hauteur de ce potentiel ou pas. C'est l'exemple d'Andre Jordan, par exemple, qui avait une année NCAA pas terrible, mais il avait un gros potentiel, qu'il a toujours d'ailleurs. Et s'il était resté en NCAA, peut-être qu'il aurait pris le risque de montrer qu'il n'est pas capable d'aller aussi loin dans son potentiel. Ok, un peu le principe du soufflet qui retombe. Oui, donc c'est ça, ouais. Préfère battre le fer tant qu'il est chaud et se présenter à la draft tant qu'ils sont sûrs d'être draftés. Ok.
Donc on a aussi le petit exemple, par exemple André Drummond aussi peut-être qui va peut-être faire une DeAndre Jordan aussi. Oui, puis bon exemple aussi parce qu'André Drummond n'avait peut-être pas tant d'intérêt à rester que ça en NCAA parce que il était tombé dans une équipe de Connecticut en difficulté avec un très dysfonctionnel qui lui permettait pas vraiment de se montrer. Là aussi, chez lui, rester à Connecticut aurait peut-être été plutôt dangereux pour lui. C'est aussi le système NCAA qui dans les recrutements c'est un peu n'importe quoi et des fois il y a du mauvais coaching aussi. Hein. Là c'était pas le cas. Mais il y a des fois où des joueurs qui tombent dans des mauvaises équipes avec de mauvais coaching, des mauvaises conditions qui sont pas du tout propices à leur jeu. Et du coup, en restant NCAA, eux aussi prennent le risque de s'abîmer eux-mêmes. Hein. Donc là aussi, c'est pour ça qu'on pourrait être contre l'idée de obliger les joueurs à rester plus longtemps en NCAA. Ok, donc pour conclure là-dessus, on va pouvoir dire que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est adapter à chaque joueur le cursus qui lui correspondrait. En fait, il faudrait. Ouais, mais ça tu peux pas. Il faudrait vraiment étudier chaque joueur pour savoir. Finalement, c'est peut-être pas à eux que devrait revenir la décision, peut-être. Ouais. Peut-être à leurs agents, ils sont payés pour Oui. Alors voilà, peut-être à leurs agents, peut-être. Ouais, mais justement, l'agent, il est là pour faire de l'argent. Il va pas dire à un jeune tu restes NCAA alors que il peut se faire de l'argent dès que le mec est drafté. Oui, mais l'agent n'a pas d'intérêt après à ce que son joueur ne fasse que 2 ans et sombre en D-League ou sombre ailleurs. L'agent a d'autres joueurs. Ouais. Bon, bref, effectivement, le sujet est très vaste, donc on va pas s'éterniser dessus. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc juste pour finir, moi je pense que bon, on est tous d'accord quand même que faire 2 ou 3 ans de NCAA, c'est toujours plutôt bénéfique plutôt qu'autre chose. En général, au moins 2 ans, c'est un peu la base, quoi, je pense. Exactement. Bon, très bien. On va conclure là-dessus. NBers demande que pensez-vous du duel pour être top scorer de la ligue entre KD et Melo, donc Kevin Durant et Carmelo Anthony qui sont actuellement tous les deux leaders de la ligue. Vous voyez qui termine en premier? Et trouvez-vous qu'il y en a un des deux qui joue plus pour cela? Bon, ça on l'a entendu pas mal ces derniers temps. Un des deux serait plus enclin à vouloir le titre que l'autre. Et je crois que Kevin Durant a dû dire bon, moi ça me si Melo veut être meilleur scoreur, ça me dérange pas. Oui, bon bah ça reste un titre honorifique hein, qui ne commence pas forcément non plus le joueur qui gagne le titre à la fin. Hein. Je sais pas, Tim Duncan n'a jamais été, je crois, meilleur scoreur. Et c'est plutôt un bon argument, je trouve. Effectivement. Après, statistiquement parlant, ça sera que ce soit Durant ou Carmelo Anthony, ça sera pareil. Ce qui est intéressant peut-être de voir, c'est que sur les deux joueurs, il y en a un qui a un bien meilleur pourcentage que l'autre, Kevin Durant en l'occurrence. Et du coup, presque pour moi, c'est lui qui mériterait d'être considéré comme le meilleur scoreur, non pas en termes statistiques, mais en termes de jeu, quoi, tout simplement. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai duel, ça, au final? C'est pas, ça a pas l'air de marquer les esprits tant que ça, finalement. Je crois que les joueurs, ils ont autre chose en tête, en fait, hein. Ouais. Même si, bon, ouais, c'est deux joueurs qui scorer, c'est dans leur nature, hein. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils recherchent tout le temps. Mais après, je pense pas que Durant regarde Carmelo Anthony, ni que Anthony regarde la feuille de match de Durant. Je crois que lui, c'est le plus de points possible, quoi qu'il arrive, et au final, après, celui qui l'aura, c'est celui qui l'aura. Contrairement à ce qui s'était passé entre, je crois que c'était David Robinson et Shaquille O'Neal il y a quelques années, qui avait justement donné un duel à distance assez épique à l'époque. Bon, on remonte pas mal, hein. Oui, c'était fin 90-2000, ça. Oui, voilà, et puis... Même dans les années 70 avec David Thompson et George Gervin, hein, évidemment. Oui. Pour l'anecdote, il y avait eu une fin de saison énorme, puisque le dernier match, David Thompson, qui était 1 millième au-dessus, il avait claqué record de points dans un quart-temps, il avait claqué 60 points et quelques, et que quelques heures après, George Gervin fait tomber le record sur un quart-temps, donc c'était assez énorme. Voilà, c'est assez épique, effectivement. Ouais. Vas-y, Nico, tu peux revenir sur ton... Oui, je disais, en fait, l'intérêt de ce titre, c'est les deux joueurs qui le donnent, en fait, qui si eux, ils ont l'intention vraiment d'aller le chercher, il y aura une compétition. Là, c'est pas le cas, donc à la rigueur, il y a pas vraiment d'intérêt. Ouais, donc mais je suis pas d'accord, Nico, parce que on sait quand même que Kevin Durant surveille de très très près ses stats, et justement, c'est un peu hypocrite. Il dit, moi, je m'en fous du titre de meilleur marqueur, je suis pas tant sûr que ça qu'il s'en fout vraiment, tu vois. Je sais pas, on lui demandera, on l'appellera tout à l'heure peut-être, si on a le temps. Le Q&A, on continue, nous demande, sans parler, alors ça c'est une très bonne question ça, parce qu'on n'en parle pas assez, sans parler d'éventuels déménagements, que pensez-vous qu'il faut changer à Sacramento? Donc quelqu'un qui veut pas nous parler de déménagement, donc qui nous demande plutôt ce qu'il faut changer à Sacramento. Dites-moi. Oui, alors moi j'ai une réponse radicale, hein. Alors je pense qu'on a tous la même, ça va être tout. Tout, sauf quelques petits trucs. Moi, je pense qu'ils doivent suivre le chemin qu'a suivi Washington, en fait. Exactement, ouais. En se débarrassant de tous les cassos. Tous les cas, et surtout, en fait,
Sacramento, c'est une équipe qui s'est construite, qui est très mal construite parce qu'ils sont appuyés uniquement sur le talent et le scoring, ce qui ne fait pas une équipe, et ils ont négligé tous les autres aspects du jeu. Du coup, ils ont que des scoreurs et des joueurs talentueux, mais pas forcément faciles à gérer. Ouais, c'est dommage parce qu'à Sacramento, il y a quand même une sacrée équipe de bourrés de talent. Il y a beaucoup de joueurs très talentueux. C'est là justement toute la difficulté de cette équipe. Ouais, Trop mais de le talent ne fait pas tout, parce que Oui, quand t'as un non, DeMarcus effectivement. Cousins, franchement, moi, le DeMarcus Cousins, tu parlais Washington, c'est exactement ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'en débarrasser, il faut reconstruire sainement, comme l'ont fait les Wizards. Alors justement, quand on pense aux Wizards, on pense forcément à toute l'équipe justement qui a été disloquée. Et à Sacramento, est-ce que le fait de séparer tous ces joueurs et de les envoyer chacun dans une franchise différente, est-ce que ça va pas justement nous faire un peu l'exemple de ce qu'on voit aujourd'hui avec Javal McGee ou avec Nick Young ou avec beaucoup d'autres, où tous dans une petite équipe ont trouvé une place dans la rotation? Ouais, mais peut-être, mais ça, c'est pas grave, parce que ce qui est important pour Sacramento à l'heure d'aujourd'hui, surtout s'il y a un déménagement à Seattle, c'est vraiment repartir de zéro et construire sur des basses scènes. Même si DeMarcus Cousins il va à Boston avec le fantasme Doc Rivers va en faire un super joueur, bon bref, ça j'en parlerai pas, mais c'est pas grave parce que Sacramento doit vraiment repartir de zéro, construire plus intelligemment comme tu l'as dit Nico, et DeMarcus Cousins ça va être difficile de le lâcher puisque voilà, mais il a quand même une certaine valeur. Tyreek Evans, je pense qu'il va vouloir partir de lui-même. Il y a quand même beaucoup d'arrières dans cette équipe, je sais pas si vous avez remarqué. Oui, je pense qu'on est sur 6 ou 7 arrières. Hein. Voilà, et c'est assez fou. Bon voilà, pour moi je suis partisan de tout reconstruire. Tiens, pour les récapituler vite fait, on a Aaron Brooks, on a Jimmer Fredette, on a Tyreek Evans. Non, excuse-moi. c'est plus, mais il était au début, ouais. Il est reparti à Houston. Non, on a Jimmer Fredette, on a Tyreek Evans, on a Isaiah Thomas, on a qui? Tony Douglas. Tony Douglas. John Salmons. Voilà, donc c'est vrai que cette équipe est quand même construite quand même très bizarrement. Donc, par contre, je garderai Tyreek Evans. Je trouve qu'il fait, mine de rien, il fait une excellente saison. Il arrive vraiment à jouer presque sans le ballon, enfin du moins sans avoir autant le ballon qu'avant. Et il a beaucoup gagné en efficacité, je trouve. Je pense que sans en faire un franchise player comme ça a été l'erreur de le faire au début, tenter de le garder et rajouter des bons joueurs autour de lui, ça peut être très intéressant. Oui, je suis d'accord qu'il fait une bonne saison par rapport à ses précédentes. Les stats sont pas flamboyantes, mais il s'est amélioré, je trouve. Mais, comme je disais, je pense que lui va vouloir partir parce que il va être free agent. Bon, ils pourront surenchérir l'offre de cet été s'il reçoit une offre, mais lui, il va vouloir partir. Ça, je pense que c'est clair. Lisa, qu'est-ce que tu changerais dans cette équipe, toi? Beaucoup de choses, parce que c'est vrai que cette équipe ne veut presque rien dire. Il y a trop de mélange, et comme tu l'as dit dans l'introduction, il y a trop de, entre guillemets, stars dans cette équipe pour vraiment fonder quelque chose. Donc c'est vrai que moi, je changerais vraiment beaucoup de choses, en plus de la localisation de l'équipe, quoi. Ok. Sur quelle base vous reconstruiriez l'équipe? Quel joueur là sur le roster? Cole Aldrich, Cousins, Douglas, Evans, Fredette, Ice, Johnson, Outlaw, Patterson, Salmons, Thomas, Thompson et Tortman. Qui vous garderiez là-dedans pour reconstruire? Alors moi j'ai déjà dit Tyreek Evans. Patrick Patterson est un vraiment bon joueur. Après le truc, ça dépendra vraiment de quel joueur ils peuvent récupérer en échange de tout ce qu'ils ont. Admettons qu'on écarte Evans de cette liste de potentiels transferts. Et après, je pense que personne n'est à l'abri parce que contre un Patterson, peut-être on peut avoir et autre chose. On peut déjà se débarrasser d'un Salmons par exemple qui sera dur à transférer. Mais en imitant Patterson, on pourra peut-être récupérer quelque chose de pas mal, tout ça. Donc il faudra vraiment que quand on regarde toutes les possibilités qu'elle a avec les joueurs. Parce que mine de rien, c'est quand même des joueurs qui peuvent être intéressants. Pris individuellement, ils peuvent être intéressants. Marcus Thornton aussi peut être une très bonne monnaie d'échange. Ouais. Là, il a pas intérêt de le garder parce que si on garde Tyreek Evans, il n'y a aucun intérêt de le garder, mais ça reste un bon joueur. Isaiah Thomas, c'est un très bon joueur de sortie de banc, qui peut être très intéressant pour dynamiter un peu le jeu. Donc il y a quand même des joueurs qu'on peut garder, mais après, il faudra vraiment voir par rapport aux échanges potentiels s'il faudra des fois faire des sacrifices ou pas forcément. Après, moi, c'est aussi au niveau coaching que je pense qu'il doit y avoir un changement. Donc Smart, cette année, tu changerais Keith Smart? Je changerais, mais en tout cas, il faudrait qu'il fasse différemment s'il veut rester, puisque là, ils se sont essayés au jeu en triangle. Je pense vraiment pas que c'est la solution. C'est un groupe très jeune, vraiment pas bien tactiquement encore. Je pense que, tu vois, on parlait de Denver là récemment. Ça joue bien, ça joue rapide. En première intention, ça peut-être que ça correspondrait mieux à un groupe aussi jeune et aussi explosif.
Est-ce que les Kings ont pas vraiment un problème avec eux? Parce que finalement, ils avaient limogé le précédent coach, qui était, vas-y. Paul Westphal. Voilà. Et donc, à l'époque, quand il avait changé, bon, c'était de la faute du coach avec tous les talents qu'il y avait. C'était pas possible de pas pouvoir gagner tout ça. Keith Smart aujourd'hui n'a pas réussi à faire beaucoup mieux. Est-ce que le management, le staff se pose les bonnes questions? Bah, il y a un truc, je pense aussi, c'est que Geoff Petrie, le general manager, je crois que ça fait 3 ans qu'il essaye de se faire virer en fait, mais personne ne l'écoute. Non, c'est vrai, c'est vrai. donc je sais pas, à un moment faut peut-être accéder à sa volonté manifeste. Hein. Il y a un problème avec la direction, avec les frères Malouf là, qui portent bien leur nom d'ailleurs. je sais pas, mais non, ça commence à clocher là-dedans, et on sait d'ailleurs, il y avait eu des rumeurs, si ça déménage à Seattle, il y a peut-être Phil Jackson qui va venir dans la direction. Ça serait déjà une bonne chose, parce que c'est pas que la faute du coach, c'est pas que la faute des joueurs. Il faut aussi, quand tu vois le dernier choix de draft, Thomas Robinson, ils en ont rien fait. Un 5e choix de draft, je pense qu'au moment il y a un souci avec la direction et les choix qui sont faits, quoi. Est-ce que, bon, pour finir, est-ce que le déménagement ne serait pas vraiment profitable finalement pour cette équipe? Je pense que si, pour repartir à zéro, ouais. Un déménagement à Seattle? Ouais, un peu comme les Nets à Brooklyn, qui, bon, c'est un peu différent parce qu'ils ont quand même beaucoup de fonds, mais ça peut être un bon, ouais, tu vois, redorer leur blason un peu. Ok, on rappelle que le groupe d'investisseurs cette semaine, pour le déménagement à Seattle, a rajouté 25 millions de dollars sur la table. Donc ça peut ne pas être négligeable pour la suite, et finalement on pourrait peut-être voir plus vite que prévu un déménagement à Seattle. Donc écoutez, on proposera donc au staff de Sacramento de tout revoir dans son équipe pour en faire quelque chose. Bon, pour finir, on a Joachim Celtics qui nous demande si il nous demande si Boston peut faire un coup en playoff face aux Knicks au premier tour. Bah écoute, on va te répondre tout de suite. On va finir, on va passer au focus sur le tableau des playoffs, et comme ça tu auras ta réponse. Donc à tout de suite. Y'all gonna make me lose my mind. Rose crosses over the fadeaway. Kiss myself. MVP time. Et c'est parti. Donc avant tout de suite de vous parler du tableau sur des playoffs, sur le focus, on va parler 5 minutes de Kobe Bryant. Je vous l'ai annoncé en début d'émission. On va en parler tout de suite. Grosse blessure pour Kobe, on a appris entre 6 et 9 mois d'absence, donc ce qui veut dire pas de play-off, pas de fin de saison pour essayer de gagner la 8e place, alors qu'on sait que c'est vraiment lui qui a tout fait pour obtenir la place qu'ils ont actuellement, qu'il est qualifié en play-off. Bon, est-ce que ça va pas être vraiment très 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 compliqué pour les Lakers là cette année, vraiment plus que ça ne l'a été jusqu'ici? Je sais pas, mais en tout cas le scénariste de cette série télé, il est vraiment génial, quoi, parce qu'on l'avait pas vu arriver, c'est pile le bon moment. Non, c'est vraiment pour relancer la série, c'est génial. Moi je pense qu'ils vont se qualifier malgré tout. Et puis justement, c'est assez intéressant de voir ce que donne cette équipe sans Kobe Bryant, sans ses 25 tirs pris des fois un peu malencontreusement. D'ailleurs, le match contre Golden State était assez typique de ce qui est, parce qu'il y a Pau Gasol et Dwight Howard qui étaient vraiment vraiment bien, avec des gros pourcentages de réussite, et qui faisait vraiment mal à Golden State, et Kobe un peu moins, sauf ces 2-3 points de Kobe-esque, quoi, qui relance tout. Mais là, c'est intéressant de voir ce que donne cette équipe des Lakers sans Kobe, justement. Parce que cette équipe, elle a beaucoup tenu sur lui, et je dis un peu de manière négative, mais c'est pas vraiment le cas, hein. Mais elle a beaucoup tenu sur lui et par lui. Et là, on peut voir ce que va donner cette équipe avec toujours des All-Stars et des Cross-Stars, ce que ça va donner sans lui. Ça peut être assez riche d'enseignements, en tout cas. Et puis, ce qui est intéressant aussi, si Mike D'Antoni a encore une chance infime de sauver son job, c'est de maintenant tout miser sur du pick and roll, Steve Nash, Pau Gasol, ou surtout Steve Nash, Dwight Howard, d'essayer d'aller emmerder OKC ou les Spurs sur du pick and roll, faire toujours pick and roll, puisque c'est ce qu'il fait de mieux. Ça pourrait être intéressant, justement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le cas de Dwight Howard, parce qu'avec Kobe qui est out pour une partie de la saison prochaine, ça peut aussi influencer sur son choix de rester ou non. Donc les playoffs, à mon avis, vont être déterminants là-dessus, mais je les vois toujours pas passer le premier tour. Très bien. Lisa, crois-tu en chance des Lakers déjà de se qualifier? Alors absolument, comme Nico l'a dit, je vois quand même les Lakers se qualifier dans le dernier match, je vais dire, la bataille et tout ça. Mais après, c'est vrai qu'au playoff, ça risque quand même d'être compliqué. Sans Kobe, le mettre à jouer, certes, il y a des bons joueurs intérieurs, mais je les vois pas non plus passer un premier tour, mais je les vois se qualifier, ça c'est sûr. Bon, on a beaucoup entendu, moi depuis hier, j'entends beaucoup.
Mike D'Antoni l'a trop fait jouer, Mike D'Antoni a trop tiré sur la corde, Kobe était celui qui a passé le plus de minutes sur un parquet cette saison. Bon, est-ce que vraiment c'est la faute de D'Antoni ou il avait rien de mieux à se mettre sous la dent? Mais Kobe l'a dit lui-même, hein. Il a fait ce mouvement des millions et des millions de fois et c'est arrivé comme ça, malheureusement, sur un move que son tendon a lâché et puis il s'est blessé. C'est la faute à personne, c'est juste la faute à pas de chance. Eric Rose aussi avait fait ce mouvement des millions de fois l'an passé. Et... exactement, c'est la faute à personne. Hein. Si, parce que c'est justement la faute au coach de le laisser sur le terrain. Bon, en l'occurrence, contre Golden State, il y avait besoin de Kobe Bryant parce que le match était serré. Mais franchement, on peut quand même se poser la question, comme tu l'as dit Antoine, de faire jouer un mec qui a 34 ans ou 35 ans, de jouer autant et de porter l'équipe autant. Enfin, c'est insensé. Il a entre guillemets que 34 ans, mais ça fait quoi? Ça fait 17 ans qu'il est dans la ligue. Et à un moment donné, le coach a quand même une part de responsabilité dans cette blessure, je pense. Surtout qu'à côté, on a un Dwight Howard très 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 jeune qui peut assurer normalement le maintien de l'équipe. Ouais, c'est ça. Après, de toute façon, Mike D'Antoni est fichu dans tous les cas. Effectivement, le fait de faire jouer Kobe Bryant aussi longtemps avec sa grosse carrière, ça l'a usé forcément. Après, s'il avait fait jouer un peu moins et D'Antoni aurait pris le risque de le faire jouer moins et qu'au final les Lakers seraient pas qualifiés pour les playoffs, on leur aurait dit pourquoi t'as pas fait jouer Kobe Bryant plus ou des choses comme ça. Donc dans un cas ou dans l'autre, il l'aurait eu dans l'os. Donc à partir de là, il a essayé il a cherché les playoffs quoi qu'il lui en coûté et puis bon c'est lui a coûté, hein, c'est un pari. C'est perdu pour l'instant. Bon et puis Mike D'Antoni, il faut pas taper sur lui, hein, il est que assistant coach. Hein. C'est quand même Kobe qui a pris la décision de rester sur le parquet, donc. Bon. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais bon, c'est assez quand même bon. C'est tout de même aberrant qu'une équipe comme les Lakers avec Pau Gasol et Dwight Howard ne puisse se passer de Kobe Bryant ne serait-ce qu'une seconde sur le parquet pendant tout ce temps. Donc effectivement, je pense qu'il y a une part de responsabilité de l'assistant coach Mike D'Antoni, mais qu'il y a aussi quand même, comme le dit Lisa, un gros faute à pas de chance aussi derrière, puisque c'est le genre de blessure qui peut survenir n'importe quand à n'importe qui. Donc d'ailleurs, ça relance le débat de la saison 82 matchs. Il voilà. y en a qui commencent à taper là-dessus. Je suis pas d'accord parce que Derrick Rose l'an passé c'était 66 matchs. Donc non, mais bon, c'est encore. Oui, mais c'était plus condensé, hein, Guillaume. C'est vrai aussi, ouais. Donc voilà. Juste l'info là du jour que j'ai à l'instant. Donc pour remplacer Kobe, les Lakers signent le mini Mamba. Rappelez-vous du mini Mamba, Andrew Goodluck. Voilà. Donc pour pallier à l'absence de Kobe, les Lakers signent Andrew Goodluck. Donc je sais pas si c'est une. Il fera pas du Kobe, mais il peut. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais voilà. Ouais. Non, mais l'intérêt c'est que ils vont pouvoir mettre en place un jeu très centré sur l'intérieur avec plein de shooters autour comme Goodluck justement. C'est peut-être intéressant de voir ce que ça va donner de ce format-là en fait. De toute façon, voilà, quand on sait qu'il y a comme force Steve Nash, Pau Gasol et Dwight Howard, normalement beaucoup d'équipes s'en contenteraient. Hein. Mais je te dis, je pense que ça va ressembler à du Orlando 2009. Exactement. C'est pick and roll et des shooters. C'est exactement ce à quoi je pensais aussi. Bon, très bien. On va se retrouver tout de suite. On ferme la parenthèse là, sur Kobe Bryant et cette blessure. On en reparlera plus longuement plus tard. Mais on va revenir tout de suite donc sur les playoffs et sur le focus. À tout de suite. Rose crosses over the fadeaway. C'est reparti tout de suite. Donc pour le focus des playoffs, sur les playoffs, le tableau des playoffs. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne à l'heure actuelle, puisque très peu de changements vont être opérés jusqu'à la fin de saison. Là, il reste 7 jours, il reste combien de matchs, 3 matchs donc maximum. Donc on va regarder, on va se projeter sur l'Est et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se projetera sur l'Ouest la semaine prochaine pour vraiment connaître les tableaux définitifs. Alors à l'Est, on a donc premier tour donc Miami. Alors là c'est l'affiche qui est sûre et certaine aujourd'hui le 14 avril 2013, c'est Miami contre Milwaukee. Alors justement, parlons-en puisque vraisemblablement les Bucks voulaient affronter Miami au premier tour. Et avait un plan infaillible. Alors justement, je vous laisse voir ça les gars. Lisa, est-ce que vous pensez vraiment que les Bucks ont l'arme pour Miami? Alors ce sera bien pour Milwaukee, ça leur permettra de remplir la salle, mais sinon, sincèrement, je pense pas qu'ils aient eu une chance de battre Miami parce que c'est leur saison.
Alors bien que c'est de la bonne volonté, qu'ils aient voulu affronter Miami, bah, c'est très bien pour eux, mais je leur donne pas beaucoup de chance. D'accord. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a un plan infaillible du côté de Milwaukee pour affronter Miami ou c'était histoire de faire un peu de buzz? Oui, probablement, parce que s'il y a un plan, je vois pas du tout lequel c'est. Ils ont peut-être une arme cachée ou quelque chose, mais je vois pas. Bah, Larry Sanders au contre sur LeBron James, hein, je pense que ça peut marcher. Hein. Bah, y a pas que LeBron James au Miami, hein. S'il y avait vraiment un vrai plan, Jason Terry l'aurait déjà acheté à Milwaukee, hein, ce plan, parce qu'il veut vraiment les jouer. Hein. Non, mais je crois que le plan, c'est bien Larry Sanders et d'Alembert, mais ça va se passer dans le parking par contre. D'accord. Ok, donc vers minuit, un parking sombre. Voilà. Ouais, ok. Non, bon alors sérieusement, messieurs, est-ce que vous pensez que Milwaukee a un plan ou Milwaukee a voulu faire un peu de buzz en disant bon, on attend Miami? Bah, ils ont peut-être un plan, mais il va pas marcher quand même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est même s'il y a un plan, on se dit que bon, ça reste quand même un peu court là. Ouais, je pense qu'ils jouent pas, ils vont faire une belle zone des familles, je pense. Hein. C'est de miser sur ça, mais même ça marche pas parce que finalement Miami a quand même des shooters autour. Et puis ouais, non, ils le tentent. Je crois qu'il y a un peu de méthode couée aussi. Hein, c'est de se motiver, ils sont contents d'être en playoff et ils disent bon, on va pas non plus faire de la figuration, donc ils jouent un petit peu les intimidateurs. Enfin, ils tentent en tout cas. Alors Milwaukee, la dernière fois qu'ils ont fait les playoffs, je crois que c'était contre Orlando. Il y a Atlanta en 2010, ouais. Atlanta en 2010. Il y a pas eu Orlando. C'était pas Orlando? Non, en 2010, ils vont jusqu'au Game 7 contre Atlanta. Oui, contre Atlanta, c'est vrai. Même, ils mènent 3-2 avec Brandon Jennings en feu sur la série, ouais. C'est vrai. Donc, Guillaume, pour toi, Milwaukee, il y a quelque chose à faire? Ouais, je pense que le débat c'est plutôt est-ce que Milwaukee va réussir à gagner un match? Oui, voilà, c'est ça, peut les emmerder sur un ou deux matchs. Franchement, sur un match, bon, c'est comme toujours, pourquoi pas, hein? La réponse toute faite. Non, plus sérieusement, je pense que le facteur X c'est Brandon Jennings parce que le mec il peut te faire un match à 30 points et 12 passes, mais il peut aussi te faire le match d'après, il peut te faire 2 points à 0 sur 8 et une passe décisive et un rebond, quoi. Bah, comme Monta Ellis, hein, on l'a vu cette semaine avec 17 passes décisives et finalement... Ouais, mais justement, parce que Brandon Jennings est vraiment plus irrégulier, c'est-à-dire la victoire de Milwaukee dépendra vraiment de lui, et du coup, s'il se plante sur 1, 2 ou 3, 4 matchs, avoir un Monta Ellis en franchise player, du coup, ça me fait peur. Alors, ouais, je voulais juste. Est-ce que finalement c'est pas un vrai plan d'avoir d'Alembert et Sanders à l'intérieur, puisqu'on sait que c'est le seul secteur qui pourrait gêner un peu Miami? Non, non, parce que justement Miami joue pas à l'intérieur, donc vraiment, comment dire, en défense, Milwaukee n'a pas vraiment d'avantage parce que Miami ne joue pas à l'intérieur. Et en plus en attaque, Larry Sanders et Samuel Dalembert, ne sont pas non plus des forces offensives extraordinaires. Donc si tu veux, je vois pas vraiment où est l'avantage là-dedans, quoi. Nico, tu veux dire? Oui, si, bah ils vont quand même être une force de dissuasion pour toutes les pénétrations de LeBron James et Dwayne Wade, hein, donc c'est peut-être ils vont tenter le coup, je pense effectivement. Peut-être le plan c'est ça, c'est d'aligner à la fois Sanders et Dalembert sur le terrain pour justement intimider entre guillemets les joueurs de Miami de venir dans la raquette. Ça sera à voir. Il y aura peut-être un autre intérêt à cette série, c'est que Milwaukee va peut-être voir si elle va pouvoir convaincre ses joueurs de rester ou pas, ou des choses comme ça. Je veux dire, si Milwaukee apparaît comme une belle adversité face à une grosse équipe comme Miami, peut-être que ça convaincra à la fois le staff de prolonger, de donner tout l'argent qu'il veut à Brandon Jennings et même à Monta Ellis, parce qu'ils se diront bon, on a quand même une équipe qui est capable de tenir tête à au moins faire embêter Miami, et du coup ça peut être intéressant pour l'année d'après. Ou au contraire leur dire non, on s'est fait toller, ça vaut pas le coup qu'on mette autant d'argent que ça sur Jennings ni sur Monta Ellis. Les deux peuvent partir cet été. C'est plutôt là l'intérêt. Est-ce que Milwaukee va pouvoir commencer à montrer suffisamment pour maintenir cette ossature-là en question l'année prochaine? D'accord, ça c'est plutôt intéressant effectivement. Je suis en train de regarder l'effectif franchement, et je me dis, moi c'est mon avis à moi perso. Je me dis que s'il y avait une équipe qui pourrait embêter Miami au premier tour, mais vraiment en premier tour, ce serait vraiment Milwaukee, parce que Ilyasova, Dalembert, Sanders, tout ça, je pense qu'effectivement ça peut être quand même un atout non négligeable face à cette équipe, puisqu'on sait que
les extérieurs, donc Jennings, Monta Ellis, tout ça, ça va forcément à un moment donné buter un peu sur les défenses de Wade, de James, et donc je me dis effectivement si une équipe peut embêter Miami et gagner 1 ou 2 matchs en premier tour des playoffs. Alors, bien sûr, je dis pas qu'ils peuvent gagner, je pense que c'est clairement 99% de chances que non, mais je pense que ça peut être cette équipe-là qui peut embêter Miami. Pas tant que ça, parce que pour Ersan Ilyasova, c'est vrai qu'il y a l'avantage qu'il joue loin du cercle, mais t'as aussi un Chris Bosh qui joue dans le même registre. Donc si tu veux, là où ça pourrait marcher contre quelqu'un d'autre, ça marcherait pas forcément contre Miami. Et puis tu parlais Milwaukee, l'adversaire qui pourrait leur faire perdre un match, je pense plutôt à Chicago, tu vois. Ah ouais, tu crois ça? Bah ils l'ont déjà prouvé, c'est pour ça que. Ouais, non, mais je sais bien, mais moi je sais pas, moi cette équipe de Milwaukee elle me plaît. Il y a un, je sais pas. Je crois que c'est dangereux là. Attention. Non, c'est pas l'équipe. Non, l'équipe en elle-même, je trouve que ils jouent pas assez bien parce que sur les joueurs qu'ils ont, normalement ils devraient faire une 5e ou 6e place à la place d'Atlanta ou Chicago à l'heure actuelle. Mais je sais pas, il y a un truc qui, je sais pas. Bah, tu l'aimes bien, mais ça veut pas dire. Non, mais c'est pas que je l'aime bien, mais je trouve qu'il y a des joueurs quand même qui pourraient être en mesure de faire gagner un collectif. Quand je vois Milwaukee, quand je vois les Mba Hamoud, quand je vois les Drew Gooden, quand je vois les Ilyasova, quand je vois Brandon Jennings, Ellis, JJ Redick, je sais pas, il y a des noms quand même qui font qu'une équipe peut jouer collectif et peut s'en sortir normalement. Mais je suis d'accord, mais c'est trop irrégulier et. Voilà, c'est trop irrégulier, on est d'accord. Surtout défensivement, c'est pas assez bon par rapport à Chicago ou Atlanta. C'est vraiment, c'est un ton au-dessous, quoi. Bon, effectivement. Bon, on verra de toute façon, on verra la suite. Bon, Miami, de toute façon, on est quasiment sûr que c'est Miami qui passera, bien évidemment. On va passer tout de suite à la deuxième affiche. Donc la deuxième, c'est normalement, vraisemblablement, Knicks Celtics. Donc là, on va pouvoir répondre à ta question, Joachim Celtics. Knicks Celtics. Alors cette année, est-ce que encore une fois les Celtics vont prouver que c'est une équipe de playoff ou cette année c'est peut-être vraiment le mot de la fin? Ouais, en 2011, New York s'était fait balayer 4-0, mais vraiment les deux équipes, les dynamiques sont complètement inversées puisque aujourd'hui Boston, ça m'a frappé récemment. Boston t'enlèves Kevin Garnett et Paul Pierce avec bien sûr Rondo out, mais je sais même pas une équipe playoffable quoi. C'est vrai. C'est Courtney Lee, c'est Jason Terry pas en forme du tout. Bon, il y a Jeff Green heureusement, mais t'as du Brandon Bass, Chris Wilcox, et peut-être que tu disais une équipe de playoff. Oui, ils sont réputés pour du jeu ralenti, très bon avec l'expérience en playoff, mais contre New York qui semble assez chaud, ça va être compliqué cette année. Je suis du même avis que Guillaume, hein. Ça risque d'être difficile. Même si on sait que les Celtics sont une équipe totalement différente en playoff, là, New York a vraiment une bonne dynamique et ça risque d'être difficile d'aller les chercher. Autant qu'on n'a pas l'avantage du terrain, donc ça risque d'être difficile. Est-ce que le secteur intérieur va être une clé essentielle sur cette série? Non, je pense pas. Je pense qu'à l'intérieur, on a Kevin Garnett. Bon, après, s'il nous refait sa forme super des playoffs de l'an passé où il a cumulé les points au poste bas, d'accord, mais je pense que ça sera pas le cas. Surtout si t'as un Tyson Chandler qui revient bien. La clé pour moi, ça va être la réussite à 3 points. C'est ce qui a été la clé toute la saison régulière. S'ils arrivent encore à être efficaces à longue distance, ça peut faire pencher la balance et ça peut même saler l'addition pour Boston. Très bien. Nico, un petit mot là-dessus? Ouais, donc New York est effectivement favori. Après, ce sera un bon test, je pense, Boston, qui est une équipe qui habituellement monte de plusieurs crans pendant les playoffs et joue avec une énergie souvent décuplée. Et de l'expérience aussi, hein, mine de rien, ce que New York n'a pas tant que ça finalement. Du coup, ça va être un vrai test pour eux. Ils vont vraiment se frotter au playoff. Tout de suite, ils vont se frotter au playoff, à ce que c'est réellement. Et là, on pourra voir ce que vaut New York dans ce contexte-là. Je trouve que ça va être un peu plus disputé que ce qu'on le pense peut-être, même si New York va finir par gagner, mais ça va être très très intéressant, je pense quand même. Oui, parce qu'au final, ça fait très 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 longtemps que New York n'a pas été en play-off en étant tête de série. Hein. Là, vous parliez de la série de 2011 tout à l'heure. C'était le inverse. Hein. C'était New York, enfin c'était Boston, New York avec l'avantage pour Boston. Donc exactement, ouais.
Donc effectivement cette année et puis surtout dernièrement les Celtics étaient un peu mieux parce que Jeff Green allait super bien. La clé pour Boston ça va être de mettre en forme Jeff Green. Mais récemment quand il joue avec Kevin Garnett, vraiment ça va pas du tout. Ça recommence à être isolation, enfin vraiment pas bien du tout. Et puis contre un Carmelo Anthony, un 4 très 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 costaud quoi. Je pense que Jeff Green ça va être assez compliqué. Donc vraiment ouais, Boston a les moyens, mais est-ce qu'ils auront la bonne formule? La clé finalement ce serait peut-être le retour en forme de Jason Terry. Ou le retour miraculé de Rajon Rondo. On attendra de voir ça. Bon. Ou de Larry Bird, hein, moi je sais pas. Ouais, bon, bah, je pense que c'est pas gagné. Donc New York-Boston, on va dire avantage New York. Troisième série, Indiana-Chicago, à l'heure actuelle. Indiana-Chicago. Bon, ça c'est pas définitif, mais à l'heure actuelle, il y a de grandes chances que ce soit ça. Bon alors Indiana, je vais laisser Guillaume commencer parce que je sais qu'il y tient. C'est les Pacers, c'est sa vie, on y va. N'importe quoi. Vas-y Guillaume. Moi ça me plaît. Moi j'adore cet affrontement entre Indiana et Chicago parce que c'est ça la conférence Est quoi. C'est des matchs en dessous de 75 points, c'est des grosses défenses, c'est du Indiana qui va aller taper en défense et c'est du Chicago sur la possession suivante, pareil, défense resserrée, on va faire pousser jusqu'aux 24 secondes et on va marquer quoi 15 points par quart-temps. Ça c'est de la conférence Est comme on aime ça. Ok, bah je te rappelle juste que donc Reggie Miller et Jordan ne jouent pas. Hein. Ah non. Donc là on est en 2013, on est le 14 avril, donc voilà. Ouais, non, plus sérieusement, c'est un bel affrontement entre deux grosses défenses. Je crois que c'est 2 des 3 meilleures défenses de la ligue en ce moment avec Memphis. J'aurais peut-être des petits doutes concernant Chicago offensivement. Je pense qu'Indiana est un peu mieux offensivement, mais la clé pour Indiana, ça va être de ne pas se laisser embourber dans ce jeu en triangle et de rester dans le périmètre comme ils le font souvent. Il va falloir être incisif et parfois laisser tomber le système pour saisir l'opportunité et aller être agressif au panier. Je pense que ça va être la clé pour Indiana. Oui. Lisa, un petit mot? Je pense pareil comme Guillaume, de belles équipes, donc plutôt mitigé comme avis. Ça peut être tant l'un que l'autre en fait, tout dépend des matchs qui vont sortir, mais c'est vrai que petite faiblesse offensivement parlant côté Bulls, donc on verra. Est-ce que vous pensez à un probable et éventuel retour de Derrick Rose? Ce serait dangereux de le faire jouer dans les playoffs directement à un niveau encore plus haut que la saison régulière. En tout cas, à mon avis, ça me paraît pas trop une bonne idée, mais après, on sait jamais. Est-ce que c'était pas contre Indiana qui s'était blessé et déjà en playoff? Non, c'était Philadelphia. Ah, pardon. Non, bah tu sors. Non, je peux pas parler d'Indiana, non, mince alors. Ah, mince. Non, mais est-ce que vous pensez vraiment à un éventuel retour de Derrick Rose? Je pense pas, surtout avec la blessure de Kobe Bryant récemment. Ça nous a montré que, un peu comme Derrick Rose l'an passé, que ça valait peut-être pas le coup parfois de faire jouer sa star quand il n'y a pas forcément besoin. Surtout que bon, ça fait quoi? Ça fait un mois maintenant que les médecins lui ont donné le feu vert. Il a toujours pas revenu, donc je pense qu'il a pris les conseils d'un peu tout le monde et il s'est dit je fais une croix sur cette année. De toute façon, la grosse défense, l'esprit d'équipe, Tom Thibodeau, ils seront là l'an prochain. Je vais m'entraîner cet été bien et on sera top 3 l'an prochain avec Chicago. Mais à mon avis, c'est pas lui qui se donne le feu vert ou pas. Hein. Je pense que c'est l'équipe qui lui dit s'il doit jouer ou pas. Si, c'est lui là, parce que les médecins lui ont donné le feu vert, donc c'est lui qui décide de jouer ou pas. Non, c'est le coach, non? Il me semble que c'est sa décision. Là-dessus, je serais pas fermé catégorique parce que je suis pas sûr que le garçon n'ait pas envie de revenir. Mais après, est-ce que lui peut-être qu'il voudra revenir pour un match de basket et pas trop pour la bataille de Verdun qui aura contre Indiana quoi aussi. Peut-être qu'il préfère ça aussi. Ouais. Alors est-ce qu'il le garde? Alors c'est ça peut-être stratégique. Est-ce qu'il le garde pour un éventuel si jamais par chance ils arrivaient à se qualifier en demi ou en finale de conférence? Est-ce qu'il pourrait le garder pour ce moment-là? Après si Chicago élimine Indiana qui est quand même une équipe forte, très forte, je pense ils vont peut-être se dire qu'on peut tenter de jouer sur cette dynamique-là et justement faire confiance à cette équipe-là qui aura éliminé Indiana. Ouais, aussi. Mais donc... après, tu vois, je pense que c'est le pire match-up possible pour Indiana. Parce que justement, ils sont moins forts offensivement que défensivement, et ils tombent justement sur la seule équipe à l'Est qui est très très solide défensivement. Donc pour le coup, j'ai dit beaucoup de bien d'Indiana, que je l'ai trouvé très très fort, mais les Indiana-Chicago, c'est toujours quelque chose de spécial.
Même cette année, on a vu des matchs très serrés. Donc même si Indiana est numéro 3 et Chicago numéro 6, faudra pas non plus être surpris de voir Chicago passer. Et donc, pourquoi pas un retour de Derrick Rose, même si personnellement, j'y crois pas. Bon. Et oui, mine de rien, Indiana est beaucoup moins expérimenté en matière de playoffs que Chicago. Chicago qui a Deng et Noah, et même Boozer qui qui ont fait les playoffs, et qui sont allés loin en playoffs assez souvent, alors qu'à Indiana, Roy Hibbert, il est pas reconnu pour sa force mentale non plus. Paul George est quand même reste un très jeune joueur, Danny Granger est pas là. Alors, je crois que t'as vu Boozer en playoff, mais je crois que lui ne se rappelle pas avoir fait les playoffs. Hein. Si, arrête. Avec le Jazz, il était énorme. Oui, avec le Jazz, d'accord, ok. Ouais, avec Deron Williams quand oui, avec le Jazz, avec Andrei Kirilenko aussi. C'est ça, ouais. Bon, bref, donc cette affiche, on l'attend, elle vaudra le coup d'œil. Donc d'ailleurs, je pense que ça sera peut-être même la plus disputée du premier tour. Je pense, ouais. Ok, et ben pour finir, on a ce Brooklyn-Atlanta. Je m'en fous. Alors, donc, non, personnellement, je m'en fous. Brooklyn-Atlanta, on s'en fout. Oui et non. En termes de fond de jeu, effectivement, ce sera pas la plus sexy, mais en termes d'historique pour Brooklyn, ça peut être assez énorme de passer ce premier tour dans l'histoire de sa toute jeune franchise. Ouais, c'est ça. C'est surtout, c'est une bonne opportunité pour Brooklyn parce que ils ont vraiment pas bien joué cette saison. Il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu le changement de coach. Avec PJ Carlesimo en milieu d'année, c'est allé un peu mieux et puis c'est retombé vers du jeu pas top. C'est pour ça que c'est vraiment une grosse opportunité de tomber contre Atlanta qui est solide. Ça, on peut pas dire le contraire, ils sont solides, mais qui sont pas forcément une équipe qui va aller en finale de conf. Donc c'est la bonne opportunité pour Brooklyn de justement dès la première année confirmer avec leur star et aller au deuxième tour, voire plus. Clairement, Brooklyn a les clés en main. C'est eux qui ont les clés de cette série. Si Deron Williams, Brook Lopez jouent à leur niveau et gâchent pas trop de munitions comme ils ont l'habitude de le faire, ils viendront à bout d'Atlanta comme ils sont censés l'être. Je crois que c'est eux qui vont perdre contre eux-mêmes ou ceux qui vont gagner la série. Je suis tout à fait d'accord, ouais. Lisa, un mot là-dessus? Sincèrement, j'ai aucun avis tellement je trouve que cette série me dit rien en fait. Donc comme je disais avant, ça peut varier soit pour l'un, soit pour l'autre, mais franchement, pas d'avis. Désolé. Non, mais après, ce qu'a dit Nico, c'est très très juste, puisque Atlanta, on sait qu'ils vont faire le job, Atlanta. Ils vont apporter, chaque soir, ils font leur truc. La clé, comme tu l'as dit Nico, très justement, c'est est-ce que les stars vont être au niveau? Et dans ce domaine, on pense notamment à Deron Williams qui revient bien, mais à confirmer, et surtout, que chacune des stars confirme enfin le salaire énorme qu'ils ont signé, qu'ils ont eu toute l'année et les contrats énormes qu'ils ont signés l'été dernier. Je sais pas, quand je pense que Christian Freeze il touche 12 millions l'année, ça fait quand même un peu peur, non? Est-ce que c'est pas marrant de voir Joe Johnson justement justifier son contrat contre Atlanta? Ce serait pas marrant ça? Ah lui si tu lui demandes par contre, je crois qu'il va se réfugier. Hein. Parce que les 100 millions, il les a toujours à Brooklyn. Donc ça pourrait être assez rigolo de voir qu'il sort son plus beau jeu contre Atlanta justement qui a lorgné dessus pendant des années. Oui, c'est Antoine, ne lui mets pas la pression comme ça, pauvre Joe après il va pas réussir à jouer. je vais l'appeler. Ce qui est bien pour Joe Johnson, c'est que c'est un très gros. Il a prouvé cette saison qu'il était très clutch. Donc ça aussi, ça peut servir en playoff. Bon, très bien. Est-ce que cette série sera les derniers matchs de Josh Smith à Atlanta? Bah normalement, si selon toute vraisemblance, ça devrait. Ah, mais c'est une page qui se tourne, de rien. Non, je pense pas. Bon, ce sera l'origine d'un autre débat, mais c'est ça, ouais. Mais bon, Atlanta, de toute façon, Atlanta, c'est un peu cette équipe qu'on voit tous les ans en playoff, mais qu'on voit qu'un tour en fait. Finalement, on y prête même plus attention en fait à cette équipe. Finalement, on sait qu'elle est tout le temps en playoff, mais finalement que ça dépasse jamais un ou deux tours. Ouais, c'est vrai, ça change rien quoi. Cette année, ça sera pareil finalement. Parce que la marge de progression est pas énorme en fait. C'est une bonne équipe en valeur absolue, mais il n'y a pas de marge de progression. Donc forcément, ça fait premier tour tous les ans. Bon, moi perso, là-dessus, je mise gros sur Brooklyn. Je mise sur Brooklyn aussi. Pas gros, mais je mise sur Brooklyn. Non, en fait, on mise pas sur Brooklyn, on mise sur Deron Williams et Brook Lopez. C'est ça la différence. Ouais, c'est vrai. On mise là-dessus. Bon, très bien. Bon, les gars, merci pour ce petit focus. Lisa, merci pour le focus. On va se retrouver tout de suite avec le moment de détente de la journée, le jeu, le quiz. Allez, à tout de suite. Y'all gon' make me lose my mind. Rose crosses over the fadeaway. Kiss myself. MVP time.
retour avec le quiz, le fameux quiz que vous attendez tous chaque semaine. Pour cette semaine, comme je vous l'ai dit, cette semaine, le livre magnifique coécrit par Rashard Lewis et Joe Johnson, Comment se faire des couilles en or en NBA. Voilà, donc ça c'est le cadeau qu'il y a à gagner cette semaine. Donc on va commencer le quiz tout de suite. Guillaume, non d'ailleurs c'est pas avec toi que je vais commencer. Lisa. Dis-moi. J'ai une question pour toi. Donc, c'est parti. Qui est devenu cette semaine le joueur le plus âgé de la NBA en activité? Je dirais Grant Hill. Exactement, Grant Hill, donc qui prend la place de Kurt Thomas, hein, qui lui va devenir assistant coach pour les Knicks. Guillaume. Ouais. Non, toujours pas. Nico. Le champion en dernier. Hein. Nico, quel contrat ont offert les Hawks à Josh Smith cette semaine sous forme d'extension? Ça fait quelque chose comme 15 millions l'année sur 3 ans, ou je crois 45 millions si je suis pas trop mauvais en maths. Exactement, 45 millions de dollars sur 3 ans. Les maths ça sert à l'école, on me l'a jamais assez dit. Eh oui, bravo, bien joué. De Rashard Lewis quoi. Ouais, bah ça je sens que t'en as envie. Guillaume. Ouais. Qui a permis aux Rockets cette semaine d'aller en playoff sur un panier gag? Ah oui. Ah mince. C'est sur un Golden Kings. Oui. Mince, j'ai oublié. Oh putain. Tic tac, tic tac, tic tac, tic. C'était quelle équipe? Ah, je ne peux pas te dire. Hein, c'est tic tac, tic tac. Et le temps est écoulé, Guillaume. Tu vas pas gagner le livre. Ça veut dire qu'Indiana va se faire éliminer par Chicago, ça. Est-ce que vous aviez la réponse les autres? Absolument pas. C'était Jermaine O'Neal. Ah oui, voilà. Putain. Ah oui. Jermaine O'Neal. Bon, c'est pas grave. Lisa, quelle nouveauté va-t-on voir cette année dans le vote du MVP? Très bonne question. Ah. Moi je sais. Quelle est cette petite nouveauté hein, qui va décider du vote du MVP? Cette immondité plutôt. Bon, Lisa. La couleur du maillot. Non. Non, c'est que Guillaume, tu l'avais peut-être? Ouais, c'est les votes sur Twitter aussi. Exactement, vous allez pouvoir. Ah non, mince. Vous allez pouvoir voter pour le MVP sur Twitter. Et oui. Bon, bah Nico, on va s'en faire une petite dernière pour être sûr. Ah ouais, mais si je perds, c'est relancé, hein. Bah, c'est relancé, hein. Un journal de l'Alabama a fait une sacrée bourde cette semaine, mais laquelle? Ah, ils ont annoncé, C'est relancé. Ah non, je sais qu'il l'a. Ouais, mais faut pas que je me trompe d'équipe. Ils ont annoncé un autre gagnant du Final Four. Hein. Exactement. Et qui était? Qui? Bah, moi, j'ai envie de dire, je sais plus si c'est Michigan ou Syracuse. Syracuse, bien joué. Oh là là. Bien joué. Bon, j'en avais encore 2-3. Bon, Guillaume, Nico, c'est toi qui gagne, hein. T'as gagné le livre, donc. Vas-y, pour la route, les questions, alors. Je sais que t'es heureux là-dessus. Ken Bazemore a eu un petit problème de voiture cette semaine, mais lequel? Plus d'essence? Non. Non, c'est pas un problème. On lui a fourni en popcorn. Moi, je serais content, hein. Exactement. C'est ça? Il s'est fait remplir sa voiture de popcorn. Bon, moi, j'ai fait le boulot, hein. Je suis un peu déçu, d'ailleurs. De quelle équipe Amari Stoudemire sera-t-il l'assistant coach cet été? C'est pas une équipe de high school, non? Oh, vous me décevez aujourd'hui sur les questions, hein. Franchement, là, c'est mauvais. Bah, équipe de Summer League, non? Non, il sera assistant coach de l'équipe du Canada. Et ouais. C'est comme ça. Et ouais, vous ne le saviez pas, je vous apprends des trucs tous les jours. Combien de tirs à 3 points primés Stephen Curry doit-il réaliser pour dépasser Ray Allen? 14. Non, combien doit-il en réaliser en tout? Donc, si vous savez combien Ray Allen en a effectué sur une saison? Sur une saison, c'était 260 quelques. Oui, c'est pas loin. Donc, je dirais une vingtaine encore, non? Non. Combien doit-il réaliser? 269. Non, 270, c'est Ray Allen qui en a fait 269. Ah merde, voilà. Bon, une petite dernière. Ah oui, celle-là me tient à cœur. Quelle marque de chaussures vient de relancer la Stackhouse? Ah bah Fila. Fila. Et ouais, je suis trop jeune, moi. On croyait qu'elle était morte cette marque-là de chaussures, non? Moi, c'est la minute pour les vieux, ça. Écoutez, hein, vous qui avez plus de 30 ans. D'accord, justement. Alors, Nico, je vais te poser la question. Je sais pas qui l'a écrit cette semaine. En 92, qui a réussi un comeback parfait après plus de 9 mois d'absence? Dominique Wilkins. C'est Dominique Wilkins. Et le jeune, on c'était ok. Voilà, donc. Pardon, excuse-moi. Pour donner un peu une lueur d'espoir à Kobe Bryant, quand il est revenu, il tournait à 30 points de moyenne et a été 2 fois All-Star. Donc. Tim Hardaway d'ailleurs, qui a fait pareil après une retour de blessure au genou. D'accord, c'était le mot de la fin. Merci Guillaume. Allez, bonne semaine de basket à tous. Et merci de nous avoir suivis. Guillaume, Lisa, Nico, je vous souhaite très bonne semaine. À bientôt. Ciao, ciao.